typhon Nesat, avec une force moyenne qui s'est abattue sur Taïwan samedi. Il a battu l'île pendant près de 2 jours, en particulier le sud, selon le Bureau météorologique central de Taïwan, qui précise avoir enregistré des vents autour des 119 km/h actuellement. Le fameux typhon est devenu une tempête tropicale, puis une dépression secondaire, donc il ne menace plus autant de régions, sauf en cas d'inondation, bien entendu, puisqu'il est encore gorgé d'eau. Du côté des USA, nous avons également essuyé de fortes pluies ce week-end, dimanche, du côté de Maryland et en Virginie occidentale. Les États du Maryland et de Virginie orientale ont subi de très fortes pluies à caractère orageux, qui ont d'ailleurs occasionné des inondations. Déplore heureusement pas de victimes ni de blessés, et ces nouvelles nous viennent de catnat.net. On continue ce bulletin d'actualité assez chargé avec cette fois-ci toujours des inondations, mais au nord de la Guinée. En effet, une forte averse est tombée dans la localité de Sanama Mangata, district de Badi, dans la sous-préfecture de Tangali, préfecture de Tougoué. Le bilan de cette forte pluie est assez lourd. Il y a des dégâts matériels assez importants et quelques blessés, mais heureusement pas de victimes. Eh oui, ces inondations font partout en ce moment des dégâts. Allez, du côté cette fois-ci de l'Espagne, on va pas parler pluie, mais on va parler chaleur. On va surtout parler incendie. En effet, quelques 300 personnes ont été évacuées du village et camping en raison de cet incendie dans la commune de Yest, dans la région dite espagnole de Castille-la-Manche. 1000 hectares ont été brûlés. L'incendie est toujours non contrôlé malgré la mobilisation de 22 hélicoptères ainsi que des avions bombardiers d'eau. L'incendie qui a débuté jeudi matin a donc débuté déjà jeudi matin. Il intervient alors qu'une série de feux de forêts et de maquis favorisés par la chaleur et la sécheresse frappent le sud de l'Europe, d'après le réseau catnat.net, et il n'est toujours pas, c'est pour ça qu'on a eu les infos, maîtrisé ce week-end. Et du côté effectivement des autres actualités, on va reparler cette fois-ci d'inondation, qui a été touchée par une tempête, c'est bien entendu l'Australie. Eh oui, Melbourne, plus particulièrement la région de Melbourne, dans l'État australien de Victoria, a donc été balayée par une tempête qui a généré des vents soufflant à plus de 110 km/h, ainsi que de fortes pluies qui ont endommagé d'ailleurs pas mal de matériel, mais heureusement, pas de victimes, mais surtout les maisons qui ont été très endommagées. Les services de secours ont indiqué avoir reçu 1 millier d'appels d'urgence pour des arbres déracinés, ainsi que des dommages aux habitations. De nombreux véhicules ont également été endommagés. Et la source nous vient toujours du réseau catnat.net. Allez, on continue cette actualité qu'on se partage entre chaleur et effectivement inondation, avec une autre nouvelle cette fois-ci qui nous vient de France, puisque effectivement hier il y a eu de très forts orages également tout ce week-end, et ça va continuer normalement demain avec un nouvel passage pluvieux orageux. En effet, des forts orages ont éclaté sur la région Rhône-Alpes. Un premier axe orageux s'est donc développé en fin de nuit. Donc c'était samedi dernière sur l'est de l'Aquitaine, avec 2 cellules orageuses uniques. Puis la dégradation est surtout intensifiée sur la région Rhône-Alpes. Les orages qui sont ensuite multipliés pour atteindre à la mi-journée l'Auvergne puis les Alpes en première partie d'après-midi. Ces orages ont été forts sur l'Isère et localement sur les reliefs de la Savoie, avec de fortes chutes de grêle ainsi que quelques micro-rafales ponctuelles observées. Les orages ont ensuite repris au sein d'une convergence de basses couches très bien organisée entre la Loire et le Rhône, ainsi que l'Ain. On n'oublie pas non plus le sud de la Saône-et-Loire, ainsi que le Jura. Plusieurs supercellules ont donc frappé ces départements et généré des fortes chutes de grêle de 2 à 5 cm de diamètre, et localement de fortes rafales de vent, parfois supérieures à 90 km/h, par exemple comme à Mâcon. Une pluie de grêle ainsi que de violents orages ont provoqué d'importants dégâts dimanche soir sur le Rhône et l'Ain. Les pompiers sont donc intervenus 350 fois, principalement autour de Bourg-en-Bresse, Fayent et le pont de Ville. Des coupures d'électricité donc se sont également produites dans
10 000 foyers sur 25 communes de l'Ain. Les grêlons étaient parfois aussi gros que des œufs de pigeon tout de même. Ils y ont occasionné donc des gros dégâts sur le mobilier de jardin et les carrosseries de voitures. Dans le Rhône, l'agglomération lyonnaise d'Arbresse, Grigny, Grivors et Chavigny ont été plus particulièrement touchés par ces chutes de grêle. Les orages ont aussi tombé du côté du Beaujolais, à Jarniou. Une ferme a été d'ailleurs touchée par la foudre alors qu'elle manipulait une casserole dans sa cuisine. Incroyable quand même. Comme quoi, il ne faut même pas cuisiner quand il y a la foudre. Elle a été brûlée aux mains et aux pieds et transportée d'ailleurs en urgence relative à l'hôpital de Villefranche. Mais l'essentiel des dégâts se situe donc sur un secteur autour de Bourg-en-Bresse, le Pont-de-Ville, Montrevel et Fayence. Dès 19h, les pompiers de Bourg-en-Bresse établissaient donc un poste de commandement avancé dans ce périmètre pour être au plus près des communes sinistrées. À Fayence, une toiture de l'église a été même arrachée sur 30 mètres carrés, de même que le toit de la bibliothèque qui a été fortement endommagé. Au Pont-de-Veil, les arbres sont tombés sur un caténaire, bloquant donc un TGV. À Jasseron, un arbre s'est abattu sur une maison de retraite, heureusement sans faire de victimes. À Saint-Jean-sur-Ville, 6 personnes ont dû être prises en charge et relogées dans l'urgence. Enfin, à Mionnay, les pompiers ont dû aussi intervenir sur un départ de feu causé par la foudre. À Codis, dans l'Ain qui centralise des demandes d'intervention, ainsi reçu 750 appels, dont 133 pour des opérations de bâchage dans l'urgence, 32 inondations et 30 interventions de dégagement de la voie publique. Car au plus fort de l'orage, 12 routes départementales étaient bloquées par des arbres arrachés. Au total, 164 pompiers de l'Ain ont été engagés dans l'aide aux victimes et même dans le sauvetage d'un cheval paniqué. La tempête a aussi provoqué des dégradations sur le réseau électrique entre 7 500 et 10 000 foyers qui ont été privés d'électricité dans le courant de la soirée. Le courant n'était toujours pas rétabli lundi pour certains d'entre eux. Et cette fois-ci, la source nous vient de France Info, l'AFP ainsi que le Progrès. Voilà, donc je vais passer la parole à notre ami Johan qui a une intervention à faire. Et oui, puisque cette fois-ci, il y a une nouvelle vigilance orange concernant, bien sûr, 20 départements, dont la Charente, Côte-d'Or, Loiret, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle et Moselle. Et vous avez également l'Allier, Ardennes, Aube, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Indre, Marne, Meuse, Nièvre, ainsi que le Puy-de-Dôme, Haute-Vienne et Lyon où des orages sont prévus et seront localement violents, d'où cette vigilance, puisque on pourrait même s'attendre à de la grêle. Donc la grêle et des fortes rafales sous les précipitations, donc ça sera bien sûr à suivre. Et si vous devez sortir, évitez tout déplacement inutile, puisque sous ces orages, on peut avoir soudainement de la grêle, donc comme ce fut le cas, comme disait Fred il y a un instant, sur le Rhône-Alpes, où que la grêle est tombée d'un coup. Donc soyez extrêmement vigilants, donc si vous devez sortir. Voilà Fred pour l'intervention. Oui, alors merci pour cette intervention, Johan. Et effectivement, on va continuer avec l'actualité. Voici long terme. Ensuite, on aura pas mal de choses à dire dans les actualités volcaniques tout à l'heure, mais on va y revenir tout à l'heure. Alors, on va repartir sur l'actualité long terme où une petite nouvelle est tombée. L'ouest de l'Australie, ça fait 6 ans que l'océan baisse. Oui, alors effectivement, puisque on peut voir sur un graphique que l'océan en millimètres a baissé depuis les années. Donc, c'était pas le cas jusqu'en 2010, puisque forcément l'océan montait. Mais à partir de 2010, on a une stabilisation, puis une forte baisse qui a commencé dans les alentours des 2013. Et maintenant, on peut voir cette baisse qui s'accélère.
qui s'accélère actuellement rapidement, hein, puisque par exemple 2010-2011, on avait déjà une baisse de quelques millimètres, ensuite on avait une toute petite hausse de 5 millimètres, et maintenant depuis 3 ans, en fait, depuis 2012 exactement, eh ben, nous avons une forte baisse, hein, de l'océan, hein. Ça se traduit en 10 millimètres environ par an, hein, ce qui est pas non négligeable. Il faudra qu'on m'explique pourquoi les scientifiques disent que si ça fond, l'océan va augmenter. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il faudrait nous l'expliquer, puisque si l'océan baisse, ça veut dire que la glace a repris le pouvoir, hein, puisque effectivement c'est la glace qui fait que l'eau descend, le niveau de l'eau descend. Donc si ça fond moins, forcément normalement le niveau descend, puisque pendant la période glaciaire, on rappelle, hein, on pouvait marcher, on va dire, de France jusqu'en Angleterre par un pont de terre, hein, presque un pont, on va dire, de continent, hein, qui était complètement libre d'eau entre la France et l'Angleterre. On parle d'une mini-glaciation, on parle bien d'une glaciation. Et donc, pendant cette période-là, il était possible de franchir la France à l'Angleterre à pied. Donc, effectivement, il faudra se poser des questions effectivement sur cette baisse du niveau des océans, là, enregistrée depuis quelques années, depuis 2010 exactement. Donc au lieu d'avoir un océan qui monte, hein, au niveau de l'Antarctique, il est en train de descendre. On a perdu quelque chose comme une centaine de millimètres, c'est pas rien. Du côté des autres actualités qui nous sont parvenues pour le long terme, on peut aussi donc vous parler d'une autre nouvelle, si on la retrouve. Voilà. Et donc, effectivement, donc, on a par exemple le niveau des océans qui monte par contre sur l'Arctique, mais c'est pas tout à fait le cas si on regarde très très bien. Depuis également 2-3 ans, eh ben, on a également une petite baisse, moins grande que celle enregistrée effectivement sur l'Antarctique, mais on a quand même une baisse. Et les étés donc aux États-Unis sont de plus en plus froids. Ben oui, croyez-le ou croyez-le pas, mais depuis un certain temps, les étés sont nettement plus froids. Et on projette qu'effectivement ils seront encore plus froids, hein, donc d'ici 2020. Pour le moment, on est à 2017, mais effectivement, on voit bien ce plongeon des températures. Alors, ce qui me dit encore que les températures augmentent du côté des États-Unis, c'est pas tout à fait le cas. On peut le voir sur ce graphique. Et voilà. Et ben, vous l'avez sous les yeux. Et effectivement, on voit bien cette plongée des températures qu'on essaie tous de nous cacher. Et c'est très très visible, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc au niveau des températures maximum pendant l'été, on a également une baisse en niveau Fahrenheit depuis ces 10 dernières années. Le maximum, c'était dans les années 1930 avec des températures supérieures largement au normal de 87%. Et ensuite, on voit cette baisse qui s'est amorcée. Oui, une baisse, même encore qui s'est accélérée dans les années 1990. Actuellement, ça s'est un peu stabilisé et c'est en rechute actuellement de quelques degrés. Et ça nous donne quelque chose comme 85% des températures qui sont donc en dessous des normes de saison, hein, donc pendant l'été, ce qui fait beaucoup, hein, comme quoi. Hein. On croit que le climat se réchauffe, mais si on regarde dans le détail, c'est pas tout à fait le cas. Allez, on va continuer avec cette actualité long terme, sinon il y en a beaucoup, hein, avec une alerte jaune du côté du gros volcan qui s'appelle le Katla, hein, donc du côté de l'Islande, avec ce volcan donc qui menace actuellement, et tous les indices pense qu'effectivement une éruption se prépare. Voilà. On a également eu l'été le plus court pour le moment en juillet au Danemark depuis 38 ans, puisque les températures n'ont pas dépassé, ils ont enfin dépassé, on va dire, les 25 degrés pour la première fois au Danemark. Hein, donc c'est la première fois où ils atteignent cette température depuis le début de l'été. Donc effectivement, ça devient un peu inquiétant.
Un autre volcan menace actuellement en Islande, décidément. Et une autre volcan menace où on a recensé plus de 500 tremblements de terre du côté du Fagradalsfjallur. Voilà. Eh ben bonjour pour savoir ce que c'est. Et l'éruption pourrait être imminente. Comme quoi, c'est comme la dernière fois quand on pensait que le Katla allait se réveiller, c'est le Barbadunga qui s'est réveillé, hein. Et là, ça pourrait être ce volcan effectivement qui se réveille à la place du Katla, puisque la pression va diminuer à ce moment-là, mais on ne sait pas exactement. Donc 500 tremblements de terre ont été enregistrés sous le cratère et l'éruption pourrait être imminente. Les on va dire, les profondeurs de ces séismes étaient entre 2 et 8 km. Et il faut dire que le magma aurait monté de 5 km en un peu moins de 4 heures, d'après les derniers relevés scientifiques. Si une éruption devait se préparer, elle serait normalement pas explosive, hein, puisque ce volcan, normalement, ça donne des fontaines de lave. Rappelez-vous, qu'est-ce qui donnait des fontaines de lave sur ce volcan qui a failli exterminer tout le monde? C'était Yellowstone. Non. Non, c'est en Islande. C'était pas les ardeurs de soufre. Oui, mais c'était tout des colonnes effectivement éruptives là qui allaient monter à 100 mètres de haut, qui traversaient pratiquement tout l'île là, enfin, et ça a duré des mois et des mois et des mois. Il n'y a jamais eu autant de lave qui est sortie d'un volcan. D'ailleurs, c'est le record, c'est bien du côté de ce volcan, et c'est le Laki. Voilà, tout le monde avait. Oui, le Laki, ouais, qui a, on va dire, qui a éliminé une bonne partie de l'humanité dans l'Europe, il me semble. Voilà, donc effectivement, ce qu'il pourrait y avoir, c'est un peu comme le Barbadunga, mais beaucoup plus puissant, hein. Des fontaines de lave pourraient s'élever de ce volcan, et il faudrait voir si on n'a pas un nouveau Laki. Mais bon, pour le moment, c'est pas le cas, mais il faudra quand même vérifier, hein. La dernière éruption de ce volcan, là, elle a coïncidé à la dernière glaciation d'il y avait 11 700 ans. Eh ben. Et d'ailleurs, justement, si je peux en rajouter, Fred, hein, puisque le Katla, ça fait pratiquement un siècle qu'il ne s'est pas manifesté. Oui, à peu près ça, ouais. Donc attention quand même à ce que... Voilà quoi. Ben voilà, donc on a un peu fini avec l'actualité climatique ce soir. Et bien tout de suite, nous allons retrouver l'actu. Et oui, on va se retrouver avec, bien entendu, l'actu solaire. Et l'actu solaire, on va commencer bien sûr par les groupes de taches solaires. Et apparemment, il y a une tache solaire qui est en train de revenir. Oui, alors il y en a une qui est revenue sur le Soleil, mais qui va bientôt disparaître, puisqu'elle est déjà sur le bord, puis elle est tout en haut, elle est dans l'hémisphère nord actuellement, hein, donc pratiquement elle n'est pas au centre, et elle est très proche de déjà disparaître, ça contient une tache solaire, c'est le groupe 2669, et au total on dénombre 11 taches solaires. Et effectivement, il faudra surveiller le retour d'une tache solaire qui a donné des éruptions tout à l'heure derrière le Soleil, mais pour le moment c'est pas le cas. Et cette tache pourrait apparaître sur le bord ouest du Soleil, hein, au niveau de l'équateur, mais rien n'est moins sûr. Ce serait le retour potentiel du groupe 2666 s'il meurt pas avant. Du côté du magnétomètre de Kiruna, il ne s'est rien passé forcément puisqu'il ne se passe rien sur le Soleil. Du côté des magnétogrammes et on va dire activité aurorale de nos graphiques, pas terrible. La vitesse du vent solaire est tombée à 324,7 km/s. La densité du vent solaire est seulement de 5,25 par cm3. Et enfin, la direction du champ magnétique est de 1,77 nanotesla. Et on termine bien entendu par la force du champ magnétique qui est toujours faible à 4,31 nanotesla.
L'indice KP seulement de 2 actuellement, il sera au maximum de 4 cette nuit. Et les chances de voir une aurore boréale, heureusement, merci le trou coronal qui s'est déjà refermé, c'est les restes. Il y aura 40% de chances en haute latitude de voir une aurore boréale et en latitude moyenne 1%. Alors on vous conseille plutôt de regarder les étoiles filantes, pour ceux qui peuvent, plutôt que les aurores boréales. Il y aura plus de chances d'en voir une. Et les chances de voir une éruption de classe M ces prochaines heures sont de 20% dues à cette zone qui pourrait revenir et seulement 1% pour une classe X. Il y a environ 20% de chances que l'activité solaire augmente durant ces 12 prochaines heures. Eh ben merci Fred pour ces détails. Tout de suite, bien sûr, nous allons retrouver, nous allons retrouver l'actu sismique et volcanique. Et allez donc l'actu sismique et volcanique, et on va commencer par les séismes, Fred. Oui, alors merci effectivement donc pour les séismes, on va parler donc d'un séisme. Ça c'était hier, mais heureusement on peut en parler. Puis c'était aux Zulkouril, il y avait eu un 5,7. Et sinon aujourd'hui, nous avons eu que des petits séismes. Le premier donc était de 4,7 au nord de Svalbard à 16h19. Nous avons également eu un séisme qui s'est produit du côté du sud de Sumatra en Indonésie à 14h, il était de 5,1. Ensuite, un 4,3 à 12h23 du côté de Banda Aceh. Nous avons également eu un 4,5 du côté des îles Vanuatu à 1h53. Et enfin, un 4,7 à 16h36 du côté des îles Tonga. On traverse le Pacifique, il ne se passe rien du tout en Amérique du Sud ni au Nord. Donc on va se rendre du côté des îles Aleutiens et Fox, et là on a eu un séisme qui s'est produit de 4,8 à 9h02. En descendant, on arrive à l'Amérique centrale où il ne s'est rien passé non plus, comme quoi c'était très calme cette journée. Et concernant les volcans, justement. Niveau volcan, le piton de la Fournaise, l'éruption qui a débuté le 14 juillet 0h50 heure locale, se poursuit donc l'intensité du trémor volcanique, indicateur de l'intensité éruptive et de surface, reste donc un niveau équivalent à 50% de la valeur observée en début d'éruption et en légère hausse quand même depuis environ le 29 juillet. Aucun séisme n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures. La tendance observée sur les capteurs de déformation, notamment le GPS, semble se stabiliser ou s'inverser à la déflation. Ce paramètre sera à prendre en compte ces prochains jours. La reconnaissance du terrain réalisée d'ailleurs ce matin avec le concours de la section aérienne de la gendarmerie et le PGHM a permis aux membres de l'OVFP d'effectuer différentes relevés sur le site. Le cône éruptif continue son édification. Il est désormais complété et complètement fermé et présente une bouche principale où jaillissent des projections intermittentes. Une deuxième bouche plus petite sur la bordure nord du cône est nettement moins active. Seules quelques projections sont rarement observées. La majorité de l'activité se fait donc désormais en tunnel de lave. Les cassures au sein de ces tunnels laissent échapper des bras de coulée faible extension, donc latérale. Cette activité reste confinée dans la partie proche du cône effusive. Le front de coulée n'a pas évolué depuis la dernière relevée, et se situe toujours à 2,8 km de l'event éruptif. Les estimations réalisées par méthode satellite via les plateformes Hotvolk OPGC Clermont-Ferrand font état de débit minimum de l'ordre de 1 à 2 mètres cubes secondes, ce qui est assez faible. Du côté du Cotopaxi en Équateur, l'activité de surface du volcan est donc faible le matin, avec une petite émission et que les effets du vent ont descendu sur le flanc ouest qui ont été donc observés. C'est pas une grosse éruption, mais simplement le vent a balayé effectivement la petite émission de cendres, ce qui donnait une éruption assez impressionnante, mais rien depuis. Le présent rapport couvre donc les données et les observations depuis 11h le jour d'avant et jusqu'à 11h le jour de la publication. Et on peut dire qu'actuellement, les pluies qui ont été enregistrées dans la région n'ont pas produit de lard, heureusement. Et le soufre dégagé par cette
cette éruption volcanique faible est de 622 tonnes par jour d'émissions de dioxyde de soufre. Et le Reventador, alors c'est très très joli volcan, mais en même temps, l'image est fantastique, hein. Vraiment, celui qui a pris cette image, on dirait la fin du monde dans un film. Allez, donc le Reventador, le volcan reste avec une activité élevée et continue durant la nuit dernière. Nous avons observé des émissions incandescentes et des blocs retombant jusqu'à environ 800 mètres. Ce matin, elle dépassait même les 500 mètres d'altitude. Et à voir les images, c'était splendide. Et donc, pendant quelques heures de la nuit, une lueur incandescente a été observée et des roches sont retombées jusqu'à 800 mètres autour et au-dessus du cratère. Ce matin, il y a eu plusieurs émissions de plus de 500 mètres d'altitude au-dessus du cratère avec des directions nord-ouest et nord-est. Il n'y a pas eu de lard dans la région. Voilà ce qu'on peut dire. Enfin, le Katla en Islande, tout calme sur le front du sud, rien ne se passe sur le Katla et dans la rivière Moulavix pour le moment. Il n'y a pas de nouvelles de la rivière glaciaire Moulavik et du volcan Katla dans le sud de l'Islande. Il n'y a pas eu de gros tremblements de terre non plus observés actuellement, suivant le dernier qui a été observé effectivement la semaine dernière. Nous avons observé plein de petits séismes effectivement, mais l'inondation glaciaire de la rivière est pour le moment principalement terminée. On reviendra effectivement sur ces nouvelles si quelque chose devait changer. Et donc, le code d'alerte du Katla a bien été changé en jaune hier, et bien que l'inondation de la rivière glaciaire soit en train de diminuer, le bureau du Iceland Met Office ne changera pas la couleur au vert avant lundi au moins. Et donc, aujourd'hui, il devrait passer au vert normalement. Le National Coast Guard d'hélicoptère a pris donc des photos de la caldeira dans le glacier hier, et ils sont en train d'étudier par des spécialistes. Les données ne seront pas prêtes avant lundi soir, c'est ce qu'on disait. Et enfin, le Tokono en Indonésie, couleur de l'aviation orange actuellement, avec une éruption de nuages de cendres volcaniques à 22h20, 7h20 local. L'estimation du nuage de cendres était à plus de 2029 mètres au-dessus du niveau de la mer et pourrait être supérieure puisque des nuages cachaient l'observation directe. Le nuage se déplace actuellement vers l'est. Voilà. Il y a un trémor volcanique et de plus en plus puissant observé sur le Tokono, donc à surveiller si une grosse éruption se prépare. Je te repasse la parole, Johan, après cette actualité très riche ce soir. Eh ben, merci Fred pour ces détails et bien sûr nous allons tout de suite passer directement à ce qu'on appelle la météo. Il y en a qui suivent bien. Pluie, vent ou soleil, c'est la météo sur Radio Ice Age. Et la météo, on va bien sûr tout de suite suivre notre ami Pierre pour la météo pour la journée de demain. C'est gâté sur l'Est. Et oui, bonsoir à toi Johan, c'est Fred et à nos auditeurs. Donc demain, le temps va se dégringoler la figure. Hein. Tu en as justement parlé de mots, si j'ai bien suivi. Hein, donc, tu as cité les principaux départements concernés par l'alerte orange, donc oui. Jusqu'à demain 16h, il me semble. Et oui, jusqu'à demain 16h, hein, donc sur une vingtaine de départements. Hein, donc, oui, oui. 21 même, il me semble. Non, 20 voilà. Départements, 20. Ah, ils ont enlevé un. Bon, allez, demain matin, donc, comme vous l'aurez deviné, le temps ne sera pas joyeux, hein, puisque bon, la moitié, des 2 tiers de la France, je vais y arriver, hein, sera sous les nuages. Malheureusement, toujours le sud-est sera sous le soleil, un grand soleil voilé. Parce que ça fait maintenant plusieurs mois que le sud-est n'a plus vu un nuage, ni de précipitation d'ailleurs. Donc voilà, côté température demain matin, hein, donc demain matin les températures seront déjà assez lourdes. Parce que, bon, l'humidité va sûrement se dégager des sols, des orages tombés la nuit. Car en ce moment, des orages sont en train de s'évacuer par le nord-est. Et des orages de type supercellulaire, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Joanne.
Ça peut être très local, les supercellules, mais sinon ça peut être des multicellulaires, hein, donc ce qui ressemble un petit peu aux supercellules, mais sauf que les supercellules sont assez organisées et surtout ça peut conduire au risque de tornade, hein, donc voilà, hein, justement, donc je pense que ça sera entre multicellulaire et supercellule. Voilà. D'accord. Parce que bon, j'ai déjà vu des relevés comme quoi dans le nord-est, il y avait déjà eu des grêlons de 2 à 4 centimètres, voire jusqu'à 6 hein, localement du côté de la région parisienne, je crois qu'il me semble avoir vu tourner l'info. Donc, le risque d'orage sévère est valable donc jusqu'à demain 16 heures. Et donc, il n'est pas possible que même le matin, des orages locaux se produisent, donc à surveiller. Côté température, pardon, côté après-midi, pardon. Donc, l'après-midi, la côte bretonne va retrouver le soleil puisque la perturbation se sera bien glissée par l'est sur le territoire. Et donc, avec elle, on va retrouver sur un axe sud-ouest-nord-est des foyers orageux. Hein, là, encore, c'est localement violent, accompagné de fortes précipitations avec des rafales de vent et donc, bien sûr, de la grêle, pourquoi pas des cellules, donc à surveiller tout ça, bien entendu. Côté température, demain après-midi, c'est entre 19 pour la pointe bretonne jusqu'à 32 degrés pour la moitié nord et de 24 jusqu'à 38 degrés pour nos amis corses en moitié sud. Voilà pour demain, Johan. Eh bien, merci. J'allais dire Jonathan. Jonathan, ce n'est pas moi. Non. Merci Pierre pour ces détails et tout de suite, bien entendu, nous allons retrouver notre ami Fred concernant l'actu, pas l'actu climatique, mais la météo en détail pour la journée de demain, de ces 3 prochains jours et bien sûr, attention aux orages cette nuit. Oui, il y aura encore des orages. Hein. D'ailleurs, on peut les voir hein, si vous allez sur météociel.fr, hein, si vous voulez. Il y a actuellement un axe orageux qui est en cours, qui s'est donc organisé, on va dire, d'une ligne. Et si on arrive à trouver les voilà, ligne Orléans, donc Charleville-Mézières, voilà, et également Thionville. Et dans ce couloir, nous avons des orages. Le premier est vers Étampes ou Évry, le deuxième donc près de Paris-Évry, hein, et le deuxième donc est donc à l'est de Paris, et les plus gros sont du côté de Châlons-en-Campagne. Ça touche actuellement la région, donc cette petite zone contient plus de 800 impacts actuellement, ça bouge beaucoup, hein. Et nous avons une autre zone du côté à l'est de Reims. Nous avons une petite zone orageuse cette fois-ci, quand même active, puisqu'on dénombre pas loin de 200 coups de foudre. Nous avons également les régions donc de Arlon, donc où il y a un orage actuellement, et juste un peu à l'ouest de cette zone, hein, donc à l'ouest de Thionville par exemple, vous avez une autre zone orageuse assez importante, celle-là qui est en cours de développement. Je ne sais pas si on a une petite ville qui est par là. Voilà, il y a Vitron ou Longuyon, c'est pour ceux qui connaissent. Et dans ces petites zones, un gros orage est en train d'arriver avec plus de 340 impacts dénombrés actuellement. Plus au sud, nous avons une petite zone d'impact du côté de Issoudun ou Saint-Florent-sur-Cher, où on a environ 153 impacts qui sont dénombrés. Ailleurs, c'est très calme pour l'instant, mais ça ne le sera pas demain. D'ailleurs, justement, demain matin, vous aurez des températures donc élevées, même sur le nord, entre 15 et 20 degrés sur le nord-est, avec les derniers orages qui partiront en direction, effectivement, de l'Est. De nouveaux orages pourraient se déclencher dès le matin, par contre, sur la région du nord-ouest, depuis l'ouest, d'ouest en est. Ces orages seront modérés dans un premier temps. Le soleil pourrait faire sa réapparition après le passage des orages, par exemple du côté de Colmar.
Eh bien oui, et sur le centre-est, nous aurons un temps ensoleillé dès le matin. Ça devrait se couvrir rapidement en fin de matinée. Par l'ouest, les températures seront comprises entre 18 et 22 degrés. Sur le sud-est, nous aurons du soleil, du grand soleil même, et là les températures seront déjà élevées le matin avec 21-24 degrés. Sur le sud-ouest, temps très nuageux mais sec avec 16 à 22 degrés. Sur le centre-ouest, 16 degrés avec un ciel de plus en plus nuageux. Et enfin, sur le nord-ouest de la France, vous aurez 13 à 16 degrés avec du soleil près des côtes et un temps plus nuageux dû au reste de la perturbation qui avance sur le nord-ouest. L'après-midi, attention aux orages puissants et violents sur le nord-est et le centre-est du pays avec des orages forts surtout le long des frontières est. Les températures sont comprises entre 22 et 30 degrés. Sur le centre-est, attention aux orages également. On ne peut pas dire là où ils tomber, ça sera un peu isolé, mais là où ils seront tombés, ça fera mal. Et bien là, les orages pourraient arroser toutes ces régions avec de 26 à 34 degrés. Les 30 degrés, on les retrouvera déjà là où les orages ne seront pas encore passés. Et la fête nationale suisse risque d'être un peu gâchée pour certaines régions, surtout les régions de l'ouest, puisque ces orages, donc une nouvelle zone arrivera dans la soirée et dans la nuit, et qui pourrait apporter son lot de violents orages. Du côté du sud-est de la France, le beau temps continuera avec 25 à 33 degrés, 33 pour Ajaccio. Sur le sud-ouest, le temps sera toujours très nuageux, mais normalement sec, avec 21-27 degrés, retour d'un grand soleil sur le centre-ouest avec 23 degrés du côté de Limoges. Et enfin sur le nord-ouest de la France, du beau temps près des côtes de la Manche ou encore sur la Bretagne et Brest avec 18 à 24 degrés, un peu plus de nuages à l'intérieur des terres. Voilà donc pour mardi, pour mercredi, et bien pour mercredi, en fin de nuit, les températures sur le nord seront voisines de 16 à 20 degrés, ça sera tropical, et sur le sud, entre 18 et 25 degrés déjà. Sur le nord-ouest, par exemple sur le centre-est, il fera 21-22, ça sera vraiment étouffant dès le matin. Le matin, justement, on retrouvera du soleil un peu partout, jusqu'à une ligne, on va dire, très au nord, Quimper-Thionville, où là, le temps sera de plus en plus nuageux, plus vous irez vers le nord. À noter que sur le nord-ouest, un quart nord-ouest sera sous la pluie, dû à une nouvelle perturbation entrant par la Bretagne. On aura également quelques voiles de nuages type Cirrus entre le sud-ouest et le centre-est de la France. L'après-midi, eh ben, nous aurons les pluies qui stagneront toujours sur le nord-ouest du pays, plutôt vers la Bretagne et Brest, et sur l'ensemble des autres régions, le soleil l'emportera. On aura un peu plus de nuages dans un triangle Havre, Alençon, Auxerre et donc Reims. Et donc là, on aura effectivement un peu plus de nuages, mais ça sera quand même une belle journée. Les températures de l'après-midi, et pour cette journée donc de mercredi, eh ben oui, les températures, voilà, pour l'après-midi, eh ben nous aurons des températures quand même élevées, avec 18 à 30 degrés, on va dire d'ouest en est, 30 degrés par exemple à Strasbourg, encore 28 à Chaumont, et sur le sud entre 23 et 37 degrés, vous avez bien écouté, du 37 du côté de Valence. Mais par contre, on aura quand même 32 à Toulouse et 32 à Perpignan. On n'oublie pas la Corse, qui elle aussi battra des records de chaleur avec 32 degrés à l'ombre. Et voilà, donc attention, crème solaire obligatoire pour cette journée et qui sera un peu plus calme niveau orage. Une dégradation plus prononcée pourrait commencer à avancer sur le nord-ouest et les côtes de la Manche, jusqu'à Paris, par exemple, en cours de soirée et de nuit, mais on y reviendra. Et oui, justement, sur le long terme, on voit quand même une petite amélioration du temps, mais par contre, côté température, pas terrible. Oui, alors les températures vont chuter après ce passage, comme on a dit. Par exemple, pour Paris, les températures chuteront à partir du 5 août. Elles seront en dessous des normales de saison pendant longtemps. Ce ne sera pas le cas de l'Est, on verra tout à l'heure. Elles seront de 5 à 850 hectopascales pratiquement jusqu'à
au 11 août. Ensuite, elle pourrait remonter au-dessus des normales de saison, assez largement, même plus que maintenant, entre le 12 et le 14. Puis à nouveau, une chute des températures avoisinant les normales de saison. Si on regarde la moyenne totale de 20 scénarios GFS ce soir, eh ben on peut voir que du 4 août jusqu'au 13 août, les températures devraient être en dessous des normales de saison, puis ensuite de saison. Certains scénarios voient des températures encore plus froides et plus longtemps durables dans les négatifs, pas dans les négatifs, mais en négatif par rapport à la température de saison. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir pour Paris. Si on regarde les précipitations, ben là on aura des précipitations prévues plutôt entre le 3 et le 4 août. Ensuite on aura une petite pause, à nouveau vers le 7, 8 et 9 août. Une petite pause de courte durée, à nouveau entre le 14 et le 16 août, des précipitations, mais elles seront loin d'être très importantes. Pas de chance puisqu'on attendait effectivement des précipitations pour la nature. Côté temps pour la moitié est, surtout le centre-est et la Suisse, eh ben on aura des températures qui chanteront en dessous des normales de saison dès le 6 août. Ça durera en tout cas dès le 11 août, donc 2 jours de moins que Paris. Et ensuite, elle devrait être à nouveau au-dessus des normales de saison entre le 11 et le 14 août. Puis à nouveau une chute pour retrouver les normales de saison. Si on regarde la moyenne principale de tous les scénarios GFS ce soir, on a à peu près la même chose, sauf que le modèle n'est pas d'accord pour la remontée du 11 août. Il voit des températures en dessous des normales de saison jusqu'aux alentours du 13 août, puis à peu près des normales de saison ensuite. Au niveau précipitation, est-ce que l'Est sera mieux servi niveau pluie? Eh ben pas trop, puisque effectivement le 2 août, pendant la nuit du 1er août au 2 août, il y aura des précipitations. Ensuite, on aura une pause, pas beaucoup de précipitations le 3 et 4. À nouveau des précipitations entre le 5 et le 7 août, pouvant se prolonger. Ça c'est vraiment provisoire, puisqu'il n'y a pas beaucoup entre le 8 et le 9 août. Ensuite, une pause plus importante entre le 10 et le 14 août, avant la reprise de précipitations entre le 15 et le 16 août. Mais on parlera vraiment que de 3 ou 2 mm de pluie qui pourraient tomber pendant ces périodes. Il faudra espérer qu'un orage vous tombe dessus pour avoir de l'eau. Autrement dire, la sécheresse continuera. C'est un peu ça. Oui. Eh bien, merci Fred pour ces détails. Avant de continuer avec la pub annonceur, on va juste retrouver notre ami Pierre pour la météo des plages. Et oui, puisque notre ami Jonathan sera de retour que lundi prochain. Donc, on a notre ami Pierre qui le remplace et on va l'écouter tout de suite. Oui, bah, c'est vrai que ça manque un jingle quand même. Donc voilà. Donc, côté des plages, c'est très simple. Sur le nord-ouest, demain matin, le ciel sera voilé, forcément, puisque la dégradation orageuse qui sera entrée dans les terres pendant la nuit aura apporté sur l'eau de nuages. Donc sur le nord-ouest, les plages, ça sera un peu voilé. Température comprise entre 11 et 13 degrés. Sur les côtes aquitaines, c'est un peu pareil, voilé, avec quelques gouttes sur le bassin aquitain à prévoir. Côté température, elles seront comprises entre 13 et 19 degrés. Et sur la Méditerranée, à peu près, là, il fera beau sur le sud-est et il fera nuageux au pied des Pyrénées. Côté température, elles seront comprises sur les plages méditerranéennes entre 21 et 26 degrés. Et en Corse, grand soleil avec 25 degrés pour la Corse du Nord et 23 degrés pour la Corse du Sud. Côté des indices UV, il sera de 6 sur 10 pour les côtes du Nord. Il sera de 7 pour la côte atlantique et de 8 pour la Méditerranée. Voilà, Joanne. Eh ben merci pour ces détails, Pierre. On se retrouve d'ici quelques instants, bien sûr, avec... et oui, on se retrouve tout juste après la pub annonceur avec l'actu insolite. Donc, restez à l'écoute sur Radio Issetch. À tout de suite.
Et nous sommes bien sûr de retour sur Radio Setch, exactement 21h18 et tout de suite nous allons bien sûr, et oui, nous allons retrouver notre ami Pierre. Oui, bonsoir à tout le monde. Hein. Donc, j'ai des actualités. Alors, j'espère que vous n'êtes pas à table, hein, parce que bon, c'est des actualités un peu. Ok, je vois. Assez hard. C'est répugnant. J'ai fini de manger, donc c'est pas grave. Hein. Bon, non, mais là, c'est surtout bonne digestion. Après. C'est surtout bonne digestion. Hein. Oui, voilà, ou bien. Parce que, pareil, je vais vous emmener du côté de Milan pour découvrir. Oh là là. Pour découvrir une table en excrément. Fred, t'as pas fait ça, j'espère. Faire une table, fabriquer une table avec de l'excrément. Ah, c'est une idée. Oh putain. Vraiment. Bon, si l'idée semble répugnante, son créateur l'a avant tout pensé pour qu'elle soit respectueuse de l'environnement. Et bien sûr, un musée du caca a donc bien ouvert ses portes à Castel Bosco, dans le nord de l'Italie. C'est pas très loin de la Suisse en plus. Et sa construction a une vraie visée écologique. Surtout pour Gian Antonio Locatelli à l'origine de cette initiative. Ce dernier témoignait à l'AFP, l'idée est née d'une exigence primaire qui était de tirer parmi de toutes les j'en ai du mal de penser, de toutes les éjections des animaux, et ceci de manière écologique. Nous avons réussi à transformer en quelque chose d'utile, bien sûr. En effet, ce fermier de 61 ans ne savait que faire des montagnes de bousses de vache laissées par des centaines de bêtes dans sa ferme située à une centaine de kilomètres de Milan. Plutôt que de les évacuer de lui-même, il a décidé d'en faire un musée. Et bien sûr, les sensibles, vous n'avez rien à craindre. Une fois les bouses, j'imagine que les bouses séchées ne sentent plus rien. Ah bah ouais, effectivement, ça sent plus rien, ouais. Sauf si elle n'est pas séchée. Et bon voilà, vous pourrez aller dire voir que vous êtes allé voir de la merde dans un musée, donc voilà. Bien. Ah bah pour une fois, Fred, c'est moi qui sors une actu un peu. Ouais. Bon, ce serait pas mal pour notre studio, donc en studio bio. Ah, c'est une première. Faut passer tout le monde alors. Allez, peut-être une actu, Fred. Oui, alors effectivement, une autre actu insolite aux États-Unis, j'ai un boa constricteur collé au visage. Ah. Voilà comment une quadragénaire de l'Ohio a présenté son cas aux pompiers de Sheffield Lake qui ont dû décapiter l'animal pour décoller sa gueule de sa propriétaire. Passionnée de serpents, la femme de 45 ans a passé un appel désespéré au numéro d'urgence américain 911 jeudi en début d'après-midi selon plusieurs médias locaux. Je n'ai jamais entendu un truc comme ça, laisse échapper l'opératrice après que l'amatrice de reptiles lui a expliqué la situation d'une voix affolée, selon l'enregistrement de l'appel d'urgence mis en ligne par le journal local de Chronicle Telegram. La victime explique que le boa qui mesure environ 1,60 m lui mord le nez, qu'elle est à terre et il y a du sang partout. Elle dit avoir secouru la veille ainsi qu'un autre boa. Quoi ? Elle dit l'avoir secouru la veille ainsi qu'un autre boa et avoir 11 serpents en tout, dont 9 pitons. Ben voilà, hein, ça fait. Ne bougez pas, madame, lui suggère l'opératrice. Je ne peux pas, répond-elle. J'ai peur et il a attrapé mon nez et il est autour de ma taille. On entend alors au loin des sirènes de véhicules d'urgence arriver sur place moins de 4 minutes. Incapable de forcer le serpent à lâcher prise, le service de secours se sont donc résolus à décapiter avec un couteau de poche l'animal, a expliqué le chef de pompiers de Sheffield Lake au cours du Chronicle Telegram. La femme a été hospitalisée, mais ses jours n'étaient pas en danger selon la chaîne locale Fox de Cleveland. Oh, pauvre serpent. Ouais, bah là, le serpent... Hein. Elle l'a sauvé une fois, mais pas la deuxième fois. Là, ouais. En effet, là, le serpent... on peut même dire que le serpent, bah, il est mort. Hein.
Voilà, et enfin, d'hiver à Majorque, une page qui se moque des touristes bourrés. Bah, on vous conseille de pas aller à Majorque hein, si vous êtes bourré parce que vous allez bientôt faire la une du web. La station balnéaire de Mangaliouf sur l'île de Majorque est connue pour son activité nocturne débordante. Une page Facebook, on récolte les meilleurs moments. Alors ça, c'est à l'œil, hein. Ouais. Ah, on voit Johan là, je vois. Frais, attention, ici à l'œil, hein. Alors effectivement, si vous allez à Majorque, évitez de boire ou de vous retrouver dans des situations cocasses, sinon vous allez finir sur le web. Genre coma éthylique, hein. 60 000 à avoir liké la page et se délecter du ridicule de certaines situations. Eh ben ouais, comme quoi ça doit être super marrant. Surtout quand t'es proche du coma éthylique. Oui, ou celui qui est penché sur la cuvette des WC en vomissant, ou... Ah, c'est pas mal. Ouais, Ah, ouais, peut-être qu'il voulait peut-être boire la cuvette des chiottes. peut-être aussi, ouais. Bon bah voilà, c'est tout pour l'actu insolite ce soir. Non, j'en ai une dernière. Ah, vas-y, Pierre, allez. Pierre, Allez, alors, oui, j'en ai une dernière, oui. Donc, on a commencé par des excréments, on a terminé avec des excréments. C'est original. Ouais, bah, voyons, hein, monsieur. Et oui. Et cette fois-ci, des excréments humains. Il souille des guichets automatiques avec ces excréments. Ce n'est pas la première fois que les banques de Brest subissent le courroux de ce quinquagénaire. Depuis 2014, il leur mène une interminable guerre fécale. Bon appétit. Berk. Oh. Lorsqu'on s'imagine un criminel qui s'attaque aux banques, on imagine un affranchi ou un mafieux cigare aux lèvres à la Al Capone ou encore un bel Italien dominé comme Luciano. Mais à Brest, le gangster au vogue est très loin des clichés des films de Scorsese. Il s'agit d'un homme de 56 ans, tout de même, hein, aux pratiques très peu ragoûtantes. Sa signature, étaler ses excréments sur un distributeur de billets. La fraîche. C'est une Nutella, hein, attention. Hein. Oui, non. J'espère pour les Brestois qu'ils n'en ont pas goûté. Ouais. Tout a commencé quand même en 2014, hein, lorsque Monsieur Caca, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Monsieur Caca, oui. Monsieur Caca, oui, tout à fait, t'as bien entendu. Monsieur a tapissé Caca. de la sorte plus de 20 automates. Belle surprise pour les Finistériens, souhaitant retirer quelques billets. Le criminel voulait dénoncer le système bancaire et après une première mise en garde à vue et une amende, il a été libéré. En 2015, il récidive, mais s'attaque cette fois-ci précisément à la touche validée. Oh. Voilà. Bah en gros, tu mets ta carte puis tu peux plus la retirer parce que voilà. Oui, en gros, voilà. À part si tu as des gens à la tête, si tu veux me protéger. oui. Voilà. Cette fois, c'est tout bon. C'est bon? Fred, Oui. t'en as une autre, non? Non, terminé. Bon, alors, justement, avant de passer à l'actu high-tech, Fred, j'ai une On peut petite... faire le live. c'est la quart d'heure, ou plutôt la minute Jonathan, même s'il est pas là. Hein, vous vous en souvenez, la dernière fois, quand j'ai passé la bande-annonce, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Là, c'est la version remixée, là, Fred. Hein. Ah. Et cela va donner ceci. C'est la mer Noire. C'est la mer Noire? Non. La mer du Nord? Non. La mer... Non.
la mer Noire. Oui. Et oui, c'était bien sûr un morceau de remix, hein, Fred? Ouais, donc on se demande pourquoi c'est marqué le top in découverte sur le titrage, hein. Ah, Ah ouais, donc c'est nul, hein. Top in découverte, et en plus ça m'a donné un reminder, top in découverte. Bah, c'est bizarre. bizarre ça, ouais, en effet. Alors que c'est l'actu insolite, mais bon. Bah ouais, donc voilà, donc des fois ça déconne. C'est ta faute avec ta musique. Ah non, non, mais Fred, la prochaine fois, je t'ai déjà dit lors du live, évite de toucher au bouton. Ah ouais, donc je sais pas pourquoi, mais c'est sur l'application. En tout cas, ça marque actuellement le top in découverte au classement des meilleurs indépendants. Ah non, j'ai reçu une alerte aussi, Fred, tout à l'heure. Bah oui, c'est pas normal, donc il y a eu un petit souci là. À mon avis, c'est le souci de l'application Nobex. Ouais, on dirait qu'il a sauté 2 jours. Eh ben, tant mieux, on est mercredi, donc Ah putain, déjà. nous sommes le 2 août, on a sauté la fête nationale, c'était très bien, on a eu des orages hier soir. Donc, t'as dû nous ramener des photos d'éclairs avec le feu d'artifice. Ouais, j'ai déjà le feu d'artifice, si vous voulez en avance, là, puisque on est... Et bien sûr, nous ne sommes plus en direct. Si, on est encore en direct, mais là, on va raccrocher, hein, puisque c'est le top in découverte, désolé. Hein. On va se faire taper sur les dos. Ça passait très vite, dis donc. Hein. Alors, pour ceux qui ont reçu une alerte sur leur application, il y a un petit problème. Hein. Je sais pas pourquoi on a reçu une alerte, d'ailleurs, on n'est pas le 2 août. À moins qu'il y ait un petit décalage horaire. Je sais pas. On a la 4e dimension ici, vous savez. Allez, justement, au niveau high-tech ce soir, on a 10 ans après sa création, Twitter mord la poussière. Hein, le contraste est flagrant alors que Facebook poursuit sa croissance et fait de la joie des investisseurs. Twitter donc perd de l'argent et s'effondre en bourse. Ah bah. Ouais. Ouais, c'est bête, hein. Ouais. Un oiseau va décéder bientôt. Peut-être. Plus. Mais bon, Twitter, c'est pas le seul, puisqu'il y a une année, Facebook a failli également faire pareil. Et tu connais les journaux, hein, c'est toujours comme ça. On te dit, on dit plein de choses. Ouais. C'est vrai, on dit des choses, les journaux disent des choses, mais malheureusement pour eux, les choses des fois sont fausses. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Ben voilà. Donc nous sommes presque arrivés au terme de l'émission. Déjà. Ouais. Il n'y a pas. Un peu plus tard. Hein. Il n'y a pas d'autre. Non, on a même fini en retard. C'était 21h15. Alors qu'on a ni le sport, ni, on va dire, l'horoscope que vous retrouverez bientôt. On va essayer de trouver un horoscope pour vous mettre en podcast le matin. On rappelle que normalement, début août, reprise des bulletins météo de notre ami Laurent avec l'île de la Réunion. Et on vous annoncera prochainement des nouveautés qui devront donc remplacer normalement provisoirement pendant les vacances la libre antenne de Chris qui ne reviendra pas. Donc on cherche un programme de remplacement. Et oui, puisque notre ami Chris hier a fait une annonce concernant la libre antenne de Chris et qui met malheureusement à terme l'émission, hein, puisqu'on rappelle que maintenant il s'occupe d'une radio FM, hein, dont on ne citera pas le nom, puisque sinon on va se faire taper par le CSA. Hein. Mais bien sûr, vous retrouverez chaque vendredi, dès la rentrée, vous retrouverez sans doute un nouveau programme. Donc on va essayer de voir ça avec notre ami Fred, hein, puisque on rappelle que la libre antenne de Chris est malheureusement terminée. Et oui, terminée. Oui, on trouvera peut-être une libre antenne, hein, peut-être, ou autre chose à mettre effectivement en complément. Il y a plein d'autres émissions puisqu'on n'a pas réussi à lancer, donc on essaiera peut-être de lancer.
Les autres choses, c'est les référencements. Hein, donc, avant de passer à nos partenaires, si vous voulez référencer la radio, c'est très simple. Hein, vous nous écrivez à info@radiosh.com. Et vous pouvez mettre notre lien sur votre site, notre radio, en parler. D'ailleurs, notre radio est disponible sur les différentes applications Android, Apple et également BlackBerry et même d'ailleurs Microsoft Windows, si vous avez encore l'ancienne version. Et sinon, vous pouvez nous demander les liens, on vous donnera pour télécharger. C'est très simple. Normalement, vous vous rendez sur le store de votre opérateur ou surtout de fournisseur de votre téléphone, hein, donc le constructeur, donc que ce soit Apple ou Android, Google Play ou bien iTunes, et vous pouvez télécharger effectivement l'application en tapant comme recherche radio espace Ace espace Edge. Voilà, et puis plus vous téléchargerez l'application, et ben plus on va dire que l'association montera donc en flèche. Et oui, justement, Fred, ce n'est pas l'application iTunes, mais plutôt l'Apple Store. Oui, iTunes, c'est pas tout à fait, c'est l'Apple Store, ouais. Voilà. Allez, du côté donc de nos partenaires, on rappelle que vous voulez devenir partenaire, c'est très simple, même on va dire punition, c'est pas une punition, hein. Donc vous nous écrivez à info@radiosh.com, comme ils l'ont fait. laterredufutur.com, qui est un site et un forum météo sur justement la météo, la climatologie et la géologie de votre chère planète. Une équipe sympathique vous attend pour faire vos premiers pas dans le monde du climat et de la météo. Québec Stormwatch vous rappelle que le site est fait pour l'Amérique du Nord et le Canada, mais également avec des infos internationales et surtout un forum gratuit. Eh ben oui, charisma-boutique.com vous propose de la lingerie féminine de mode. C'est le moment de faire un cadeau à votre belle ou à votre tendre épouse. Et si vous voulez mettre du piquant dans votre vie, de couple, vous pouvez également acheter des accessoires érotiques. Et on n'oublie pas non plus Météo France. Météo France vous propose des prévisions météo, mais également une carte interactive de toutes les stations de mesure. Nous avons également, on a également quoi? Passion Nature était en colère. Passion Nature était en colère vous propose bien entendu un site sur la météo, un site 2 en 1 puisque c'est la météo et en même temps la photographie nature, animale et également de phénomènes climatologiques comme par exemple les orages en ce moment. Et oui. Et si vous voulez devenir partenaire, c'est très simple. Écrivez-nous soit sur notre page Facebook, soit sur info@radiosh.com. Également, petite annonce pour les nouveaux artistes, compositeurs, boîtes de prod. Si vous voulez diffuser vos musiques gratuitement sur notre antenne, c'est possible. Également, si vous voulez faire des interviews, sur info@radiosh.com ou via notre page Facebook qui est ouverte 24 heures sur 24. Et oui. Merci Fred pour tous ces détails et justement donc on referme ce live de ce soir. Donc rendez-vous demain 20h30 sur Radio Usage. Tout de suite retour de la musique et non pas du top in découverte. Hein. Le système a un petit peu fumé ce soir. Hein. Donc voilà. C'est bien entendu mercredi, le Top in découverte mercredi, démarré de 21h15. Très belle soirée à tous et à toutes. Tout de suite, la musique sur Radio Usage.